ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme que je souhaitais rencontrer depuis des années. Yvon Lemaine, bonjour. Bonjour. Yvon Lemaine, merci d'avoir accepté mon invitation de me recevoir ici chez vous à Lannion, dans le Trégor. Vous êtes un de nos grands poètes actuels, prix Goncourt de la poésie en 2019, une 60aine d'ouvrages. Et on se retrouve ici dans votre maison, une maison que vous avez investie, peut-être construite. Oui, construite quand vous aviez 42 ans. Oui. L'année de la mort de votre père. C'est ça. Et l'année aussi de la mort d'une amie qui avait 39 ans, avec qui j'avais fait deux livres. Finisterae, c'est un livre autour... Elle était photographe et professeure, mais photographe surtout. On disait de ses photos que c'était des tableaux. Quand on traversait les paysages, on dirait une photo de Chantal. Voilà. Chantal Conant, elle s'appelait. Un nom bien breton. Elle s'appelle toujours, d'ailleurs. Elle est morte en 94. Et donc, le livre s'appelle Finisterae. Il a été préfacé par Pierre-Jacques Célias. Et j'en ai fait un second. Là, c'était aux éditions Hubac. Et un second qui s'appelle Le Vitrail, aux éditions Filigrane. C'était des photos prises dans les monts d'Arrée. Et elle rendait les monts d'Arrêt comme un vitrail. Alors qu'on le voit souvent sous la brume, etc. Et donc, comme elle habitait Quimper, pour aller la voir d'ici, je traversais les monts d'Arrêt. Je m'arrêtais souvent à Saint-Michel. Et j'allais de plus en plus lentement, parce qu'elle vivait de plus en plus lentement. Et un jour, elle n'était plus là, disons. Elle était partout, mais pas là. Et j'avais du chagrin, bien sûr. Et j'avais donc 42 ans. Étrangement, l'âge de la mort de mon père. Et je savais que la poésie n'aurait pas suffi pour moi à me consoler. Ah bon ? Non. Il fallait que je sois distrait profondément au sens pascalien un peu. Et donc, quelques jours après son départ, je suis passé par ici et j'ai vu un cantonnier qui plantait un panneau à vendre dans le rétroviseur de ma voiture. J'ai fait marche arrière, j'ai dit stop, je l'ai acheté. Et après, j'ai construit. Et pendant 9 mois, j'allais tous les jours sur le chantier et je voyais une maison comme ça qui s'élevait. Je viens de ce monde-là, en plus, je viens du monde manuel, moi, et donc j'étais admiratif, quoi, de tout ce travail. Et quand la maison a été finie, le premier soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici ? Et je suis revenu que 6 mois après chez moi. Ah bon ? Ouais. Mais cette maison, elle est à moi. Je l'ai. C'est ma part sur la terre, disons, si je puis dire. Et heureusement que c'est une raison métaphysique qui m'a fait construire la maison. Si j'avais réfléchi sur le plan économique, j'aurais pas osé parce que j'allais m'endetter vu que je fais un métier sans salaire, voilà. Et comme c'était une raison supérieure, si je puis dire, je me suis lancé dans cette aventure-là et je suis évidemment content de l'avoir fait aujourd'hui, quoi. C'était quoi la raison supérieure ? C'est de la distraction au sens vraiment changer de chemin, être occupé par autre chose pour pas être envahi par ce qui venait d'arriver. Qu'en général je soigne par des poèmes, et d'ailleurs j'écrivais en même temps un livre qui s'appelle L'écho de la lumière. Mais c'était très fragile quand même. Donc il y avait le lien entre le spirituel, là pour le coup, par le poème, et puis le temporel, par une maison qui est le temps d'un passage sur la terre, quoi. C'était plus incarné pour le coup.
Complètement. J'ai été très étonné par votre réponse parce que moi je suis pas poète, mais je fais de la poésie un absolu, un idéal, et je pensais qu'un poète il se nourrit entièrement dans sa poésie. Il deviendrait fou. Il deviendrait fou. Non, pour moi, je passe ma vie, c'est ma vie. Oui. Non, bien sûr. Enfin, alors c'est ma réponse. Hein. Il y a d'autres réponses que la mienne, hein, évidemment. Non, justement parce que c'est très important pour moi. C'est même vital. C'est ça qui a construit ma vie. Et j'ai reçu beaucoup de ce chemin. J'ai aussi besoin d'autres chemins. Le chemin des autres, par exemple. Donc, il y a un mur en pierre sur la façade qui est plus un mur décoratif qu'un mur de soutènement. Et l'homme qui l'a bâti, je l'ai vu travailler, il prenait une pierre, il la regardait, il savait pile comment la placer, quoi. Il a créé un tableau de Talquat, d'une certaine manière. Donc, il y avait le lien entre son métier, c'était un métier artisan-artiste, quasiment, mais par les mains, et le mien. J'écris aussi avec mes mains. Écrire, c'est aussi un travail, c'est aussi un corps qui écrit. C'est pas seulement une tête, c'est un cœur, un corps, une âme, etc. Mais là, j'avais besoin d'aide, disons, voilà. Quand vous écrivez sur la construction de cette maison, vous dites j'aperçois un roc planté dans le sol. Alors là, j'ai pas eu le temps de le voir. Il est juste derrière. Il est derrière. Il est derrière, effectivement. Parce que j'écris dans ma cuisine, mais j'ai 2 bureaux remplis de livres, 2 bibliothèques, et dans un des bureaux, le bureau de l'Ouest, il y a devant derrière la vitre, près du bois, un énorme bloc. C'est du quartz qui sort comme ça. J'ai demandé à un géologue, il aurait 5-6 millions d'années peut-être. Donc c'est du temps, quoi. Du temps qui dure depuis longtemps. Et c'est presque une statue, c'est presque une sculpture faite par le temps et le hasard, un peu, des formes. Voilà. Et donc je l'ai en face de moi et il m'oblige. Alors en ce moment j'écris dans la cuisine, mais quand j'écrivais dans le bureau, donc il m'oblige. C'est quoi la différence d'écrire entre la cuisine et le bureau ? La différence, c'est que on va pas au bureau. On reste dans la cuisine. Cette table de cuisine, elle est ancienne, vous l'avez... Très, je l'ai. C'est votre table d'écriture au début, c'était votre table à tout. C'est une table à tout, oui, c'est ça, exactement. Je l'ai acheté avec ma première paye de pion quand j'avais 18 ans. Et je l'ai encore, c'est la chose la plus ancienne que j'ai dans la maison. Ici, il y a beaucoup de verdure, il y a de l'herbe, il y a de la profondeur, il y a beaucoup d'arbres. Bah oui, je suis dans un lotissement, il n'y a rien de plus ordinaire que ça. C'est une vie un peu avec des familles qui vont, qui viennent, des enfants qui vont à l'école, etc. Moi, je vis pas tout à fait de cette façon-là, mais j'ai logé ma maison. C'est impressionnant. D'ailleurs, le moment où on décide de placer une maison, c'est une fois qu'on l'a placée, c'est définitif. Elle est sud-sud-ouest et elle est plutôt nichée. Oui. Elle est nichée et donc c'est comme si j'étais dans un bois. Il y a une descente. Comme un moine dans un monastère, quoi, un peu. Voilà. Et pour travailler, et il y a un silence très puissant. Pour travailler, c'est idéal, quoi. André Chédid est venu ici. Enfin, il n'y a pas qu'elle. J'ai reçu beaucoup d'écrivains, femmes et hommes ici. André est venu ici. Elle m'a dit, vous n'avez aucune excuse pour ne pas travailler. Ça, c'est vrai. Parce que quand je vois les arbres, ils vous inspirent ? Alors, j'ai écrit, bien sûr. Je parle de ces arbres ici, pas des arbres en général. Vos arbres. Ils sont là. Il y a un châtaignier en ce moment qui est en pleine fleur. Là, ils sont là. En plus, en ce moment, ils me protègent de la chaleur. À la fois, ils me protègent et ils m'élèvent puisqu'ils montent, quoi. Donc, c'est à la fois du clos et de l'ouvert, en regardant par le ciel, quoi. Quand vous écrivez, Yvan Lemaine, vous avez l'impression que c'est quoi le carburant qui peut vous inspirer ? Pardon, c'est une question peut-être bateau, mais la nature, les éléments, le minéral, le végétal ? Non, c'est plus simple que ça, en fait. C'est la vie. Et la vie, donc, c'est-à-dire, la vie, c'est à la fois où je vis, ce que je vis, avec qui je vis, ce dont je rêve aussi, ce que j'ai lu. Enfin bref, c'est vaste. Et puis c'est aussi les rencontres fortuites, c'est-à-dire les événements, quoi. En ce moment, je travaille à un livre
J'ai le titre, parce que j'ai écrit déjà un long poème qui est protégé par ce titre, que j'ai écrit quand il se trouve que j'étais à Arras au moment où le professeur a été tué, Dominique Bernard. Et il a été tué même devant mon affiche. Parce que j'allais au collège où il était professeur et mon affiche était sur l'entrée du collège et c'est à ce endroit-là qu'il a été tué. Il était dans le collège Gambetta, je crois, et l'autre, j'ai oublié le nom. Et il y avait mon affiche qui a été témoin de ce crime. Et moi, je suis arrivé 2 jours plus tard et on avait maintenu le projet, quoi. Je devais même aller dans la classe du professeur, sauf qu'il y a eu des menaces à la bombe, donc on a annulé. Mais j'ai travaillé dans toute la région d'Arras et je dormais sur la place des Héros, là, à Arras, et je voyais les jeunes filles qui mettaient des fleurs, les jeunes garçons qui mettaient des fleurs en tas sur la place, quoi. Voilà. Et donc j'ai écrit un poème toute cette semaine-là qui s'appelle « Desserrer les douleurs ». Et ce sera un peu je pense, le titre qui abritera tous les poèmes que j'écris en ce moment. Alors, et qui naissent à la fois de 2 choses, c'est-à-dire de ce qui m'habite depuis toujours. Donc j'ai écrit un poème à propos de l'Ukraine. J'étais au Chili il y a 2 ans. À propos du Chili, je suis allé pour le 50e anniversaire de la mort du président Allende. Et aussi les rencontres, les événements. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe de tous les temps. Et ça se rencontre. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, les 2 derniers poèmes que j'ai écrits, l'un s'appelle « Bon ciel », je l'ai écrit, parce que je vais souvent sur la tombe de Michel Lebris, à Poésor. On parlera de Michel tout à l'heure. Ouais. Et à côté de la tombe de Michel, il y avait un homme qui était avec une casquette, que j'appelle une casquette de la semaine, qui était assis sur une tombe, comme s'il sortait de la tombe, quoi. Et je suis allé le voir, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui est... » Il me dit, c'est ma femme, elle est là. Je viens lui parler, elle répond pas. Et cette femme avait à peu près mon âge. Donc, et vous voyez son chagrin voûté, quoi. Voilà. Et puis il y avait aussi un petit ange en plastique, à moitié cassé. Autour, il y avait un collier. C'était marqué Bon ciel. Et je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est mon petit-fils. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'accueillir cet homme que je connais pas dans mon livre, Desserrer les douleurs. Et j'ai appelé le poème Bon ciel. Tout un programme. Ouais. Et j'avais jamais vu ça sur une tombe. Bon ciel, jamais. Et l'autre poème que j'ai écrit, c'est J'ai perdu un ami d'enfance qui s'appelle Jean-Claude, qui était mon voisin. Je suis allé à l'enterrement, à Migny-Tréguier, le pays de Saint-Yves. Et on n'était pas nombreux, on était une quinzaine peut-être, quoi. Ça faisait un peu Emmaüs, quoi, les compagnons d'Emmaüs. Et le prêtre, que j'aime bien, là, c'était l'ancien curé de Tréguier, il a été nommé à l'Oudéac, je crois maintenant. Il a dit, Jean-Claude, vous allez rentrer dans le royaume. Et on n'avait pas vous voyez depuis très longtemps, je pense. Et à gauche, il y avait encore la crèche de Noël, c'est-à-dire la naissance, en face la croix, la mort, et à droite Saint-Yves, entre le riche et le pauvre. Du côté du pauvre, quoi. C'était un mandala. Et donc j'ai écrit quelque chose aussi qui s'appelle « Chacun pour lui ». Voilà. Donc, ces 2 personnes sont rentrées dans mon livre en disant, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir? Bien entendu. Il y en a beaucoup, comme ça, des personnes qui rentrent dans vos livres? Oui, c'est plutôt des gens de ce genre-là, des gens qui sont... moi, j'ai envie de peupler mes livres de gens dont on ne parle pas, et pas de ceux qui sont au sommet, qui en ce moment font des dégâts considérables sur la Terre. Bon ciel, est-ce que ce ciel, il est bleu? Pas bleu, mais... bleu avec des petits nuages qui font qu'on voit encore mieux le bleu, quoi. Parce que vous aimez le bleu. Oui. Vous avez une bague. Oui, j'ai une bague bleue. Bague bleue qui vient du Liban, vous m'avez dit tout à l'heure. de Beyrouth, oui. Très belle bague. Je dis ça parce que ici, vous dites que le bleu, il est bien accueilli dans vos vers. Je reviens à la maison parce que j'aime bien qu'on démarre de là où nous sommes, ici et maintenant. Vous dites que vous avez la chance d'avoir des larges fenêtres pour le laisser passer. Oui. C'est important, le bleu. Ah oui, parce que c'est... alors, j'ai beaucoup lu sur les couleurs, d'ailleurs, le livre, comment il s'appelle, celui qui a écrit sur les couleurs Pastoureau. Et j'ai donc beaucoup lu sur le bleu. Le bleu était une couleur chaude au Moyen-Âge, elle est devenue froide avec le temps. Et le bleu correspond en musique aux aigus, plutôt.
Il y avait un professeur Tomatis là, qui soignait les gens qui perdaient l'ouïe, d'abord par les aigus. Hein. Et il a soigné un peintre suédois, je crois, ou norvégien, qui avait perdu le bleu dans sa palette. Et ce qui était très important, parce que quand on pense au nord, moi je vois bleu plutôt. Hein, voilà. Quand je pense à l'Espagne, je vois rouge. Nord froid, donc pour vous le bleu est froid. Oui, mais il est froid, il est net, je dirais. Alors il y a le bleu vitrail qui pourrait être chaud, hein, voilà. Hein, mais je le vois aussi net, plutôt, je dirais, hein, pur, quoi. Enfin, si tant est que la pureté existe, mais de temps en temps. Il est de quelle couleur votre bleu préféré? C'est lequel? Ce serait peut-être un turquoise, hein. Voilà, comme ma bague là. Exactement. Hein, oui. Un bleu. Alors un bleu clair. J'aime bien le mot clair aussi. Voilà. Le bleu est présent dans votre poésie. Oui. Alors j'ai intégré le rouge quand même tout doucement. Enfin, puis j'essaye d'intégrer toutes les couleurs, le vert aussi. Il y en a qui ne viennent pas facilement. Il faut négocier. Il faut qu'il frappe plus fort, quoi. Voilà. Mais quand on lit, moi je connais bien l'Espagne, j'ai de la famille en Espagne, et quand on lit Lorca, moi je vois du rouge. Et quand je lis des poètes finlandais, norvégiens, etc., je vois du bleu. Quand je lis des poètes russes, je vois du blanc. Vous parlez de voyage, Yvan Lemaine, vous parliez du Chili, de l'Espagne, vous avez voyagé partout, vous êtes allé en Chine. Et ici, dans la maison, il paraît qu'il y a un étage à curiosité où il y a des montres anciennes, estampes japonaises, une douille de Sarajevo. Oui. Sculpté. C'était ce qu'ils vendaient juste après la guerre, ils n'avaient rien d'autre à vendre, quoi. Ils prenaient des douilles et ils les sculptaient pour faire des porte-fleurs. C'est impressionnant, quoi, quand même. Oui, c'est là, cette étagère. Il y a toutes sortes de choses, quoi. Elle est juste derrière moi, à droite. Oui. Et vous dites que lorsqu'il y a des enfants qui viennent, ils posent beaucoup de questions. Les enfants, oui. Les enfants, mais pas les adultes. Pas tous, disons. Et alors, j'aime beaucoup parce que vous dites que si les grandes personnes viennent et ne m'interrogent pas, je réponds avant même leurs questions. Vous sentez quelles seront leurs questions? Vous n'avez pas peur de les ennuyer, parce qu'ils ne posent pas de questions, c'est peut-être que ça les intéresse pas. Là, je raconte une histoire à ce moment-là, quoi. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'aimerais pouvoir ne pas vous poser de questions. Enfin, j'essaye d'ailleurs de ne pas en poser, de suivre tout simplement. Non, mais les questions, c'est bien, parce que ça prouve qu'il y a l'autre, quoi, quand même. Hein. Ça rompt. Soit c'est une histoire, il était une fois, etc. Mais sinon, on parle tout seul. Pas quand on raconte une histoire. Ça en passionne tout le temps. Hein. On vient de là-bas et on va là-bas, quoi. Hein. Donc là, on n'est pas seul. On est avec toute la troupe de gens qui sont dans l'histoire, quoi. Et puis quand on raconte une histoire, on emmène ceux qui l'écoutent. À condition qu'ils écoutent, bien sûr. Voilà, théoriquement. Yvan Lemaine, vous justement, vous faites le pari, vous le dites, que n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut écouter n'importe quel poème écrit à la chandelle de n'importe quelle vie. Il y a beaucoup de n'importe. Oui, c'est la démocratie pour moi, d'une certaine manière. Il y a un certain lâcher-prise même dans ce n'importe. Ou un laisser-aller Non. C'est la fin du roman, c'est le livre de Sartre que je préfère, c'est les mots. À la fin, il dit tout homme, etc., qui vaut tout autre. Et donc, quand moi j'ai commencé à lire des poèmes, j'avais 19 ans, c'était pendant une grève, les grèves des Kaolins à Plémet en 72. Et je viens de ce monde-là. Donc j'ai vu des gens qui écoutaient de la poésie. Je sais dire des poèmes. Mais alors mes poèmes, c'était à l'époque, c'était des poèmes très engagés et puis des poèmes d'amour, quoi. Je simplifie un peu. Mais très rapidement, j'ai dit les poèmes des autres, parce que moi, je pense que ma poésie, elle appartient à un ensemble de poèmes qui peuvent remonter à la Chine et aller jusqu'aux Inuits, quoi. Et donc, si je fais le pari de dire, par exemple, mettons un des plus vieux poèmes de l'humanité, Gilgamesh, la quête de l'immortalité, après le chagrin d'amour terrible qu'il a vécu en perdant Enkidu, et que je dis ça à des gens qui lisent peut-être même pas le journal, c'est que je les estime. C'est que je fais le pari, quoi. Et j'ai raison. Et ça marche. Oui. Parce que vous dites que c'est ça, vous faites le pari de l'intelligence de l'autre, et vous dites aussi, j'ai confiance dans la trajectoire du poème. Oui, absolument. Un poème, je dis, un poète peut mentir, et bien sûr, comme tout le monde, mais un poème, non. Non. Alors, il peut séduire, mais si c'est que ça, il tient pas longtemps, quoi. Sauf s'il est pas bon.
Ben justement, mais il est pas bon, ça veue dire quoi qu'il est pas bon? Ça veut dire qu'il Qu'il est pas beau, qu'il est pas inspiré. Il y a plein de gens qui se croient poètes, mais qui le sont oui, pas. oui, ça c'est une chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont doués aussi, hein, mais mais le poème qui résiste, c'est celui qui va. Si on écrit un poème, c'est on va vers un. Quand j'écris, moi maintenant, je démarre un poème et je sais jamais où je vais arriver. C'est pas une démonstration, quoi. C'est une rencontre avec l'inconnu du poème qui est à la fin du poème. Et donc, on peut pas tricher dans cet inconnu, sinon pourquoi y aller, quoi. Et c'est très rassurant. C'est très très rassurant, en fait, parce que là, il y a une sorte de sécurité intérieure par l'écriture, quoi, que je découvre, ou par la lecture des autres. On est moins seul à ce moment-là, quoi. Vous avez besoin, en fait, quand vous écrivez un poème, c'est aussi peut-être pour vous rassurer de quelque chose? Ah oui, pour mettre de l'ordre, oui. Pour mettre du sens. Mais le sens vient par le son, par la musique. Quand je suis perdu dans le sens, j'écoute le poème qui vient par des allitérations, par des surprises vocales, etc. C'est pas des jeux, hein. Enfin, tous les moyens sont bons pour arriver au bout, mais c'est une musique qui sait, elle, où elle va un peu et qui m'amène, qui me fait traverser la rivière et j'arrive de l'autre côté, puis le poème continue vers où il devait aller, quoi. Vous écrivez tous les jours? Quand je suis en tournée ou sur la route, non, c'est difficile, quoi. Hein. J'écris plutôt chez moi. Je prends des notes, hein. Quand je vais en Chine, j'ai les carnets, je prends beaucoup de notes, mais je peux dire que j'écris tout le temps, pas tous les jours, mais tout le temps. C'est même fatigant, des fois, pour les autres. Je suis un peu toujours occupé, quoi. Il y a toujours quelque chose. Et vous astreignez à une discipline en vous disant, oui, je vais tant d'heures, tant de... Il n'y a pas de métier artistique sans discipline, hein, sans travail. C'est impossible. Donc c'est un certain rythme à une certaine heure, de telle heure à telle heure, tant de mots, un certain nombre de mots. Non, ça je m'en fous un peu, mais surtout que des fois écrire 3 lignes c'est plus dur que d'écrire 2 pages. Mais par exemple, je donne un exemple. Pendant le confinement, le premier, j'ai écrit dès le premier jour du confinement, jusqu'au 40e jour. C'était étrange, c'était 40 jours à traverser du désert. Et le livre s'appelle La baie vitrée, donc ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Et j'écrivais tous les jours de 9h du matin à 6h du soir, avec arrêt à midi. Et ça m'a permis de pas être prisonnier de ce temps circulaire là qui nous étranglait un peu avec 1 heure de liberté par jour. Et j'ai écrit alors ce qu'il y avait dehors, 17 espèces d'oiseaux, les fleurs, et en plus c'était la première période, ça montait, quoi. Hein. C'était printemps. C'était impressionnant même. On avait le printemps qui éclatait devant nous. Les lectures, les coups de fil, j'ai des amis dans plein de pays, donc comment ils vivaient eux-mêmes leur confinement, que ce soit en Chine, en Suède, en Espagne ou en Amérique du Sud. C'était pas pareil du tout. Et il y avait une polyphonie comme ça, et donc le livre, et le 40e jour, terminé. J'avais autre chose à faire d'ailleurs, puisque j'avais envie de sortir, d'aller voir les amis. Quand j'ai écrit le livre pour mon ami Philippe, dont on parlera, que j'ai accompagné dans sa maladie, là aussi c'était toutes les semaines j'allais le voir et toutes les semaines je lui lisais le poème que j'écrivais. Il y a une discipline, c'est obligatoire, sinon ça s'échappe, quoi. Quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup la nuit, un peu n'importe quand, Et puis, c'est devenu ma vie, mon métier, au sens 100 fois sur le métier, etc. Et après, j'ai découvert que dans le métier artistique, ou dans la vocation, il y a un côté artisanal. Sinon, le poème, il est là, mais il est là comme un oiseau qui vole, quoi. Hein, voilà. Ça a été un choix quand même très courageux de devenir poète, celui de renoncer de pas chercher à avoir un job normal, un salaire. Et vous avez connu des années de pauvreté, vous en parlez, vous écrivez remarquablement sur ces années-là. Vous n'avez jamais été tenté d'abandonner ? Alors, à mon âge aujourd'hui, maintenant c'est bon. Je suis en sécurité, financière. Si, il y a eu 7 années où j'ai eu peur. Très peur, quoi. Le chiffre 7 ? Oui, c'était entre 81, 82, jusqu'à 90. Oui. J'ai eu peur. Vous écrivez à ce sujet-là ? J'ai eu peur. Oui, je l'ai lu parce que
Vous dites que ça correspond aussi à la victoire de la gauche. Oui, mais on peut plus rêver. Moi, je suis de gauche, je suis toujours de gauche, fatigué, mais toujours de gauche. On pouvait plus rêver parce que la gauche était venue au pouvoir et n'accomplissait pas nos rêves. Alors, finalement, je veux bien l'admettre. En plus, la politique, c'est pas, c'est du réel, quoi. C'est faire avec tout le monde, pas qu'avec moi. Bon. Et il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration toujours. Je pense à Edmond Hervé, par exemple, l'ancien maire de Rennes, avec qui je parle toujours beaucoup. Et c'est pas facile, quoi. Ma sœur est élue ici à la ville sur l'urbanisme, c'est très difficile. Dès qu'on bouge, tout le monde rouspète, quoi. Donc, mais bon. Donc j'admets à la limite, mais ce que j'admettais moins, c'était comment dirais-je, il y a des je me rappelle, j'avais fait un projet de dire des poèmes aux infos régionales. Et j'avais rencontré Jacques Lang, etc. Il m'avait écrit, on s'est trouvé ça très intéressant. Puis dernier jour, émission annulée, pas la peine de venir. Et j'ai eu au téléphone un homme de FR3 de l'époque, qui était plutôt gentil d'ailleurs, qui aimait Guy Yvick, je me souviens, qui m'a dit ça va pas marcher, les gens aiment Guy Lux, quoi. Je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire, on peut aimer Guy Lux, enfin moi j'aimais pas, mais et puis lire de la poésie, vous avez une vision qui me semble pas juste. Ça vous a découragé? Par exemple, oui. D'abord, j'ai pas eu de travail, et puis ensuite, ça m'a découragé, oui. Parce que là, c'est de l'ordre, c'est pas de l'économie, quand même, faut pas exagérer. J'ai dit, je peux venir en stop si vous voulez, donc, c'est de l'ordre, moral, spirituel, etc., de faire un pari, quoi, hein, on peut aimer. Moi, je regarde des feuilletons, Plus belle la vie et Un grand soleil, oui. Oui. Et je lis je peux lire des poètes mystiques toute la journée. Mais il faut bien que je revienne sur Terre de temps en temps. Avec les feuilletons. Voilà. Sinon je deviendrais réellement, je pourrais m'en aller, quoi, vraiment. Dans un ballon. Peut-être, oui. Et donc, c'est étonnant, ces années de doute, parce qu'elles viennent à un moment déjà un peu plus mûr. Mais je pensais aux années après mai 68, vous en parlez. Non, moi j'avais... quand vous êtes tout jeune. J'avais 15 ans, là. Bon, j'étais en seconde. Et puis non, mais les années 70. Alors, en 70, je suis arrivé en fac à Rennes, j'avais 17 ans. J'ai pas fait lettres, je faisais histoire géo. Et parce que j'aime toujours l'histoire géo. Mais j'ai milité beaucoup à l'extrême gauche. Avec des gens avec qui je suis resté ami, pour beaucoup quasiment. C'est ça qui est chouette. Et puis, vers 18 ans, assez tôt, j'ai lu un écrivain roumain qui s'appelle Panaïtis Strati, et j'ai tout lu de son œuvre, c'est le premier à avoir dénoncé les crimes de Staline en 1929. Il avait dit à Romain Rolland, qui était son ami, voilà, j'ai vu ce que j'ai vu, et Rolland lui répond, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et Strati dit, où est l'omelette ? Et je lis ça, et je dis à mes amis, écoutez, il y a un problème quand même, quoi, parce que, oui, mais c'est pas le moment, enfin, etc. J'ai dit, moi, je suis parti à ce moment-là, et puis j'ai commencé à écrire mon premier livre qui s'appelle Vie, justement, où est la vie ? Où est la vie dans tout ce projet de changer la vie qu'on a ? Et tout en gardant, ce désir de changer la vie. Mais bon, moi, je ne crois pas aux révolutions. Souvent, elles finissent mal. Alors peut-être parfois elles sont nécessaires, mais bon, c'est pas mon énergie, c'est pas mon mouvement, quoi. Alors et donc là, j'ai découvert en écrivant ma vie d'ailleurs aussi, et j'étais alors je me suis lancé, j'étais pion. Ma mère était au chômage à l'époque, mais après elle a trouvé un travail, donc moi j'ai dit, Elle était couturière, oui. Mais les coutures, dans les années 65, c'était la confection qui arrivait, c'était fini. Donc elle est rentrée à l'hôpital comme veilleuse de nuit. Donc elle avait le SMIG. Et bon, j'étais rassuré. Et moi, je dis, j'arrête et je me lance dans l'aventure. C'était en 74. Et là, j'avais plus rien que ce que je gagnais en récital, etc. Et d'autant plus, si vous me permettez, que vous avez du courage à ce moment-là, parce que vous dites, moi, c'est de 20 à 30 ans, j'étais fou comme mes camarades d'après 68, mais vous parlez d'une grande peur. Autour de moi, je voyais tous les uns après les autres lâcher leurs rêves. Moi, je ne ferai pas demi-tour, je vais brûler mes vaisseaux. Et vous avez brûlé, vous y êtes allé. Alors, quand je dis, mais entre les années 70 et 80, on dirait. Et là, j'étais avec des amis chanteurs, un musicien d'une coopérative de disques qu'on avait créée qui s'appelait Neve Noé.
Il y avait Gérard Delahaye, Patrick Ewen, Mylène Favennec, Christine Noguez, Christine est décédée, mais tout le monde est encore là. C'était plutôt des artistes de scène, d'ailleurs, avec qui je travaillais. Puis il n'y avait pas de poète qui disait des poèmes à l'époque sur la scène. Mais j'étais très jeune, là. Très pauvre, très jeune, c'est pas grave. Mais après 81, j'avais 28 ou oui c'est ça, 30. Les amis avaient alors les gens qui ont choisi d'avoir une vie entre guillemets normale, hein, je dirais entre guillemets. Effectivement, ils ont eu des enfants et alors je dis pas qu'ils ont renié leurs rêves, c'est pas ça, que c'est peut-être un peu vif, mais ils ont intégré la société, voilà. Et moi, comment dirais-je, je pouvais pas. C'est-à-dire, peut-être que le courage, c'est le fait qu'on puisse pas faire autrement. Parce que c'était pas facile. Hein. Vous parlez beaucoup de logements où il fait froid, la difficulté de se nourrir, et puis même les toilettes, problème de toilettes. Il n'y a pas tout le temps les toilettes. Non, jamais, vous avez mis beaucoup de temps à avoir les toilettes chez vous. Hein, c'est un détail qui peut étonner, mais... Oui. Et le chauffage, c'est ça qui coûte cher, hein, le chauffage. Oui. La nourriture, on peut acheter des boîtes de lentilles, ça va, c'est pas cher, mais le chauffage, c'est cher, oui. Et puis à ce moment-là, j'avais un ami qui était avec moi, militant, on se connaît depuis 69, qui était plus âgé que moi et qui m'a aidé. Il s'appelle Louis, et on était ensemble encore il y a 3 jours. Il a écrit d'ailleurs l'histoire de on a créé une association qui s'appelle Champ Manuel et il a été le président jusqu'à 2019. Ouais. Et il m'a aidé, quoi. C'est-à-dire, lui, il était secrétaire de mairie et en fait, il s'est dit, mais je voudrais que le rêve d'Yvon, d'être poète dans ce monde, puisse être, et je vais l'aider concrètement jusqu'à ce que j'ai un statut d'intermittent, etc. Il s'occupait de tout, je faisais rien, moi. Et donc, c'était une cohabitation de 2 vies. L'une qui est dans le monde, secrétaire de mairie, et l'autre qui l'est moins, mais on a besoin de nous deux. Et c'est une association magnifique. C'est à ce moment-là que vous écrivez « La chance est venue, un jour le clou a traversé la planche ». C'est ça, oui. Mais ça, j'y crois. Hein. Je crois que quand on s'obstine... je le sais, puisque je l'ai vécu. Ça a mis, j'avais 37 ans à peu près, quand ça a commencé à aller mieux. Donc ça a été difficile, disons, entre... ma dernière paye de pion, j'avais 21 ans, donc pendant 15 ans, quoi. C'est acceptable. En fait, il faut pas le savoir, peut-être. Oui, non, on peut pas le savoir avant, il vaut mieux le savoir après. Oui. Je crois, oui. Juste un mot avant de continuer, si vous le voulez bien, Yvon Lemaine, vos parents, parce que vous écrivez à leur sujet avec beaucoup de tendresse, vous dites « Je suis très heureux de la maison que la vie m'a offerte pour y entrer ». Quand vous parlez de votre père, vous dites « Les femmes l'aimaient bien parce qu'ils remarquaient qu'elles avaient changé de robe ». Absolument. Vous parlez de votre mère couturière et que c'est à elle que vous devez les attaques de certaines phrases et de certains vers. Vous aimez beaucoup, vous avez une belle relation avec vos parents. Oui, alors ma mère était assez violente avec moi, assez dure, jusqu'au jour où je lui ai dit, bon, ça suffit, parce qu'elle était épuisée, quoi, parce que mon père était malade, pas de sous, 4 enfants, bon, etc. Mais c'était une femme libre, impressionnante pour sa génération, et il faisait du théâtre. Ma mère aurait pu être intermittente du spectacle, si elle avait été de ma génération. Elle a fait du théâtre pendant 10 ans, elle était douée pour le comique, elle. Et quand il y avait des fêtes de famille, alors moi j'étais plutôt le tragique, elle le comique. Et quand j'ai commencé à raconter des histoires drôles, elle n'était pas contente parce que j'allais sur son terrain. Et mon père, lui, je crois que j'ai sa voix, lui il adorait l'histoire, les histoires de l'histoire. Et puis surtout, lui aurait pu être ingénieur, hein, mais il avait une tumeur au cerveau. Voilà, dès sa naissance, quoi. Il était condamné, disons, en naissant, quoi, quasiment. Et il a été cantonné, même pas titulaire, auxiliaire, quoi. Mais il était très curieux, il lisait beaucoup, on empruntait des livres, hein, bon. Et donc, et lui, c'était plutôt les histoires de l'histoire, et ma mère, c'était le théâtre. Donc, je suis pas né quand même, je suis pas tombé du ciel, quoi. Et ensuite, on est 4 enfants, et on a à peu près tous les 4 fait ce qu'on voulait faire, je pense, dans notre vie.
Vous dites c'est très important, je suis né dans un pays où la voix compte. Hein. Vous parlez de la langue bretonne. Alors je parle pas breton, parce que ma mère est née à Paris, donc elle le parlait pas, mon père le parlait, mais il est mort jeune, et puis bon, moi j'ai fait grec, latin, espagnol, anglais, enfin... alors j'étais habité, étrangement, je vivais dans un village où même les noms étaient en breton, tout le monde parlait breton, donc je vivais dans un pays qui était non pas ma langue, une langue étrangère, c'était la langue paternelle, et grand maternelle, etc., mais inconnu. Donc dès l'abord, les mots qui m'entouraient en breton, donc qui voulaient dire quelque chose, hein, quand on les traduisait en français, derrière le champ, là-bas l'image, enfin, etc. Donc il y avait un mystère. J'étais entouré d'une langue mystérieuse en permanence. Ça crée une curiosité par rapport à toutes les langues d'une certaine manière. Et on a un rapport poétique finalement avec toutes les langues. Et c'est pas parce que je parle français que je connais la langue française. La langue française, pour moi, reste un mystère. Un mystère. D'où la poésie. Oui, parce que vous dites d'ailleurs que l'ignorance de la langue bretonne vous a donné le désir de connaître en poète la langue française. Oui, absolument, oui. Ça, j'en suis sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les gens parlent, par exemple, quand j'écoute des gens parler, on dit ils parlent bien. Quelqu'un qui parle sans hésitation, sans silence, moi je suis inquiet. C'est un discours, quoi, plutôt. Alors parfois on en a besoin, bien structuré, etc., efficace. Mais en fait, il y a une seule partie d'humanité qui apparaît à ce moment-là. Il y a tout le reste qui reste au fond de la cave, quoi. Et peut-être que le poème, il fait le lien entre la cave et le grenier. Donc, c'est bizarre d'ailleurs, parce que quand on écrit, on veut que ça soit parfait, enfin parfait, relativement parfait, pour dire des choses imparfaites. Qui est la vie, quoi, hein, puisque à la fin, on meurt. On entre progressivement à petits pas feutrés en pays de poésie avec vous, Yvan Lemaine. Vous parliez de séries télévisées tout à l'heure. Il y en a une que vous avez beaucoup aimée il y a très longtemps, dont certains auditeurs se souviennent. Moi, je m'en souviens, Les Illusions perdues. Oui. Et cette image de Lucien Rubempré, qui est un personnage si important. Et pour vous, c'est la découverte vous venez de parler de grenier, de la mansarde. Il écrit dans une mansarde. Oui, c'est ça. Mais quand on a 18 ans, c'est génial. Hein. Évidemment, on va pas faire rêver un enfant de 18 ans avec une grande maison et 3 serviteurs. Donc, il est au ciel. Hein. La mansarde, c'est au ciel. Mais c'est quand même Les Illusions perdues, ça vous le rappelez? Voilà, oui, moi je l'ai lu 3 fois ce livre. Hein. J'ai vu les films. D'ailleurs, c'était à l'époque Yves Régnier, hein, qui a joué Commissaire Moulin. Il y a quand même un petit problème de descente d'escalier, mais moi je m'étais dit, quand j'ai lu Illusions perdues, j'avais 15 ans, j'écrivais des poèmes, pas terribles, mais j'écrivais. J'avais un copain qui écrivait mieux que moi d'ailleurs. On partageait, on se lisait, on se relisait, on lisait nos poèmes. Il est devenu poète? Non. Et j'ai regardé, j'ai jamais vu, non. Et il écrivait des épopées, moi aussi, mais bon... Et je m'étais dit, si je suis poète un jour, je ne serai pas journaliste. C'est-à-dire, quand je dis journaliste, Xavier Graal, qui a été mon ami, était journaliste et un grand journaliste, hein, mais je ne ferai que ça, parce que dans Les Illusions perdues, il y a le personnage d'Arthès, qui est entre guillemets le pur, quoi, hein, qui dit à Lucien, il dit, bon, tu peux tout faire. T'es beau, les femmes t'aiment, tu écris des poèmes magnifiques, t'écris vite, t'écris bien, t'es intelligent, enfin bref, tout, quoi. Ce qui est dangereux, et ce qui est pas vrai d'ailleurs, ce qui est une illusion. Si tu veux gagner ta vie, dans 6 mois, t'es journaliste. Si tu veux gagner ton âme, tu seras poète, c'est dans 10 ans. À toi de voir. Il a choisi journaliste. Et puis c'est critique en plus, hein, c'est-à-dire des fois il est méchant envers un livre alors qu'il y croit, et des fois c'est l'inverse, c'est une trahison, quoi. Hein, mais parce qu'il est carriériste en fait. C'est ça, voilà. Sauf qu'il connaît Coralie quand même, qui est une prostituée qu'il sauve, qui est meilleure que lui. Et c'est un roman, moi j'ai lu beaucoup de livres de Balzac, hein, et Balzac qui était un réactionnaire, un monarchiste nostalgique de Charles X, bon, j'adore. Parce qu'il a raté tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, de ses entreprises d'argent. Trop tôt, trop tard. Enfin bref. Mais tout le monde est dans son livre, quoi. Les petits commerçants, les paysans, tout le monde.
lui était très très déterminé à son métier d'écrivain. Ah oui. Vous, Yvon Lemaine, j'allais dire Xavier Graal, on y viendra. Yvon Lemaine, à quel âge c'est venu ce désir d'écriture, ou ce sentiment je suis poète, je serai poète? C'est venu par la scène, c'est pas venu par l'écriture. J'écrivais des poèmes, bon, j'avais un copain, je l'ai lui montré, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas bien, enfin bon. J'avais 18 ans, là. Donc c'est un peu tardif, peut-être, dans une vocation de poète. Ah! Certains le savent peut-être en naissant. Non. Oh, ça, je sais pas. Hein. Alors, moi, c'est mon lien, si quand même, mais c'était, quand j'étais petit, c'était le lien aux mots. Le pouvoir des mots, quand même. Les Fables de La Fontaine, par mon instit. Mes lectures aussi. Et mon père racontant les histoires et ma mère faisant du théâtre. Si, quand même, j'étais entouré de mots. Donc, la force des mots. Parce que quand on n'a pas d'argent, quand on n'a rien, et avec les mots, on peut être partout, quoi, hein, sur la Lune, etc. Au VIe siècle, au XXe siècle, au XXIIIe siècle, avec son voisin, etc. Je me dis, oh là là. Bon, ça c'est les autres. Et quant à moi, donc ça c'est clair. Moi j'ai lu Andersen comme un poète, pas comme un conteur. Hein. Andersen, il a inventé le vilain petit canard, quoi. Qui est un signe, en fait. C'est-à-dire nous, si on veut, parfois. La petite sirène aussi qui arrive et paf, il y a sa queue qui traîne derrière, quoi. Bon. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les contes et les poèmes. Non, chez Andersen, non. Alors là, c'est vraiment, c'est immense, quoi. Et non, la vocation aussi, le mot, mais je crois que ça existe. C'est venu le jour, c'était en octobre de 72, où j'ai dit mes poèmes sur scène. Et j'ai vu qu'il y avait un silence. Vous aviez quel âge? 19 ans. 19 ans. Et là, en sortant de scène, il y avait Gilles Servat, il y avait les gens qui étaient connus de l'époque, hein, Gilles est toujours connu d'ailleurs. Et Gilles m'a dit en sortant, t'es fait pour ça. Lui avait une voix. Gilles Servat, le chanteur. Oui, il avait à chanter. Il pouvait chanter tout ce qu'il voulait. Le barde breton. Oui. Et qui avait une voix. Moi, j'ai une de ces chansons que je préfère, c'est Je dors en Bretagne ce soir. Je dors en Bretagne ce soir. Alors que je dors tous les soirs en Bretagne. C'est une phrase qui me fait rêver, quoi. C'est assez rigolo. Et donc, il m'a dit, t'es fait pour ça. Et moi, je suis descendu, je me rappelle, j'ai eu un frisson, quoi. Je me suis dit, mais... J'avais fait du théâtre, hein. J'avais joué en terminale Les Justes de Camus. Et je sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui m'appelait là. Mais là, c'était mes poèmes, quoi. Et donc, j'étais pion à Saint-Brieuc. J'ai encore été pion 2 ans, je crois. Et après, j'ai dit, bon, ben, j'y vais. Et j'ai rencontré ce jour-là, c'était un spectacle de soutien dans une vieille salle de cinéma de Plémet. Mes amis, Gérard Delahaye, Malène Favonnet, qui étaient là aussi et qui étaient seuls, chacun dans leur coin. Et Gérard a créé la coopérative avec Patrick Ewen. Il m'a dit, rejoins-nous. Et parce que, pour tenir, même, il faut pas être seul quand même. Il faut pas être seul. Ça, c'est évident. Hein. Alors, il y a des rencontres très importantes dans votre vie, Yvon Lemaine. On va peut-être commencer par la première. Vous avez parlé de phrases qui font rêver. Il y en a une qui fait rêver, qui vous a fait rêver. Le bruit court qu'on peut être heureux. Ça, c'est une belle rencontre. Magnifique, c'est Jean Malrieux. Hein. Et c'est drôle parce que j'ai reçu hier un mail d'Emmanuel Lepage, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand de la bande dessinée, qui a fait un livre sur Tchernobyl, qui sort un livre sur les Kerguelen, qui sortira à la fin de l'année, qui a fait un livre où il raconte son enfance avec des chrétiens de Rennes, quand ses parents vivaient en communauté, qui s'appelle Cache-Cache Bâton. Et j'ai fait 2 livres avec lui, Les Rumeurs de Babel et Aux Marges de Bretagne. Et Emmanuel, il veut mettre en citation, il me dit, le bruit court qu'on peut être heureux, il m'a demandé, mais tu m'avais dit que c'était Jean Malheureux, c'était marqué anonyme sur Internet. Alors je lui ai dit non, c'est une phrase de Jean. Donc c'était hier, ça. Oui. Et Emmanuel, il a 15 ans de moins que moi, donc quand moi j'ai découvert cette phrase, il était enfant, et ben il m'a fait traverser la France. Oui. Cette phrase, le bruit court qu'on peut être heureux. Alors moi j'étais militant, encore, j'ai dit abat ceci, abat cela, et PS, le bruit court qu'on peut être heureux. C'est d'une simplicité, je dirais pas biblique, parce que biblique c'est assez raide, évangélique peut-être. Le bruit court qu'on peut être heureux. Je suis d'accord, je vais voir qui a dit ça, et je tombe sur cet homme, coup de foudre.
Vous dites de lui, sa beauté et sa bonté m'ont convaincu de la grandeur d'une vie en poésie. Là, c'était la rencontre au bon moment. Oui, tout à fait. Mais du point de vue, j'ai toujours eu de la chance. Toujours. Toujours. Et c'est la confiance, quoi. Un grand poète. Jean ? Ah oui, complètement, oui. Il est mort donc en 76, il y a 50 ans l'année prochaine, et avec mon éditeur Bruno Doucet, on va publier l'anthologie de lui. Et j'ai été voir son fils 3 fois l'année dernière, il est mort au mois de novembre. J'étais là quasiment 3 jours avant. Et je lui dois ma fidélité, justement. Je lui dois, il a écrit aussi « Si ta vie s'endort, risque-la. Que peux-tu craindre de plus terrible que de vivre ?» Une fois qu'on a dit ça, on peut y aller. Il a écrit un poème que j'ai dit à l'enterrement de mon ami d'enfance au mois de janvier, « L'ouvrier agricole ». Il dit « Il n'a qu'une veste sur le dos, un grand travail à faire et qu'il fait, sans savoir pourquoi, etc. » Je connais par cœur plein de ses poèmes. Il a écrit « Il fait un temps de poème ». Mes rencontres, il fait un temps de poème, c'est lui là. Il fait un temps de poème. Pour définir la poésie, je trouve que la poésie, c'est atmosphérique. Donc c'est lui. Il y a eu Jean, 73. Il y a eu Xavier Graal. Mais juste avant, pardonnez-moi, sur Jean, une dernière chose. Vous avez parlé de sa mort. Oui. Vous dites que vous l'avez vu une dernière... Je trouve que c'est savoureux ce que vous dites. Vous l'avez vu une dernière fois avant ce que vous appelez son départ provisoirement définitif, qui vous devait 100 francs et une paire de godasses. Oui, c'est vrai, c'est à la gare de Morlaix. Il était venu me voir. C'est tendre, je trouve, de dire ça, parce que ça n'a aucune méchanceté. Non. Les gens étaient... Alors, il avait un rapport à la vie concrète assez compliqué. Et son fils m'a confirmé que c'était pas évident. Le jour de sa retraite, il a attendu le dernier jour pour déménager. Il était invraisemblable. S'il avait fait mon métier, il n'aurait pas tenu 3 semaines, parce que pour être à son compte, il faut être un peu réaliste quand même. Et il était venu à Brest, on était invités, il y avait à l'époque Michel Butor, Guy Yvick, Pierre Segers, Bernard Noël, enfin quand même, bon, et Jean et moi, Alexis Glohagen, avec qui j'ai partagé un voyage en voiture sans permis. Nous, on était les plus jeunes, et Jean est venu passer voir ma mère aussi, et je l'ai ramené à Morlaix, et il me dit, voilà, j'ai pas un rond, j'ai donné, mais moi j'en avais pas beaucoup non plus, j'ai donné la moitié de ma chemise, et il avait acheté des chaussures neuves, et il avait mal aux pieds, et j'ai enlevé mes godasses, j'ai donné les miennes, et je suis rentré pieds nus. Et comme j'avais les pieds plus grands que lui, j'ai dû mettre un petit bout de West France pour caler le talon. Mais c'est quoi ce voyage sans permis ? Assurez-moi, il y a prescription là, parce que si quelqu'un vous écoute... Non, c'est pas ça. Non, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Bretagne sans permis. Pardon, d'accord. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, où j'étais avec Alexis, qui a une voiture sans permis de conduire. Non. Et Jean était... il est mort à 60 ans, une piqûre de tique. Voilà. Là, vous allez faire peur à plein d'auditeurs qui ont peur des tiques. Mais il est mort, de ça. Mais il s'est mal soigné, il s'est pas bien occupé de sa santé, quoi. Je vous avais coupé, Xavier Graal. Xavier, ensuite, en 75, en août 75, je le rencontre, je vois cet homme étrange qui ressemble à Artaud, avec sa femme magnifique, ses filles magnifiques, une sorte d'ombre parmi la lumière, incroyable. Un grand frère, lui. Oui, pas un père, il n'était pas rassurant, lui. Jean n'était pas... Jean, il était... Enfin, comme père pratique, il faut voir, mais comme père... il était né en 15, Jean, 1915. Xavier est né en 1930. Mais il était fascinant, Xavier. Il était... en plus, il était généreux. Il pouvait être injuste et puis me dire des choses quand il avait bu, pas très sympa, mais il était généreux. Moi, j'étais un gamin quand même, j'avais 22 ans, et il me reconnaît. Il dit, tu es un poète. Immense poète, parce que certains auditeurs ne connaissent pas Xavier Graal. Il a écrit un chef-d'œuvre du XXe siècle, qui s'appelle Solo. C'est une prière, Seigneur, me voici, c'est moi. Je viens à vous malade et nu, j'ai fermé tout livre et tout poème, afin que ne surgisse de mon esprit que cela seulement qui est ma pensée, humble et sans après, etc. Et il dit à un moment donné, écoutez ça en ce moment, c'est vraiment important, de votre terre j'ai tout aimé, les mers et les saisons, et les hommes étranges meilleurs que leurs idées. Et comme la haine est difficile. On dirait ça au journal de 20h, ça ferait du bien. Et moi j'étais chez lui. C'est un de vos derniers livres, cet extrait. Oui, parce que et que les hommes meilleurs que leurs idées, c'est vrai. Il y a des gens qui ont les mêmes idées que moi, mais je trouve qu'ils se comportent pas terribles. Des gens qui n'ont pas du tout mes idées et qui se comportent bien. Et comme la haine est difficile, quand j'ai lu cette phrase,
c'est dans l'Évangile aussi, dites un mot et vous serez guéris, mais j'ai été guéri parce que j'ai eu ce sentiment-là en moi, mais c'est pas bon. C'est soi-même qu'on tue avec ça, quoi. Hein. Donc, voilà. Avec quoi? La haine. La haine. Et le sentiment de haine. Et quand je l'ai lu, j'ai dit à Xavier, je dirai ton poème sur scène. Et je l'ai dit, les jours de l'Ascension 81. Il y a des gens qui m'ont dit qu'à l'époque, il y avait juste une radio régionale et qui s'arrêtait en voiture pour écouter. Et je le connais encore par cœur, 50 ans après. Une autre grande rencontre, Eugène Guillevic. Ah oui, pareil. Alors lui, c'est un géant. Encore plus vieux, 1907. C'est incroyable. Hein. Quand je vois les 1907, c'est impressionnant. Il a donc connu des gens qui sont nés en 1800, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qu'il faut lire de lui en premier? Moi, je pense que c'est Terraquet. C'est le premier livre qu'il a publié. Et puis un livre sur Carnac aussi. D'ailleurs, ses cendres sont enterrées dans le... C'est quand même très breton, tout ça. Oui, Eugène Guillevic, ça veut dire le petit diable, hein, en breton. Le fils de Louis Guillou, quoi. Guillou, c'est le diable, et Guillevic, c'est le petit diable. Et oui, il est né à Carnac, hein. Il a vécu surtout en Alsace, parce que son père était policier là-bas, enfin gendarme. Mais Eugène me disait qu'il pensait toujours, même à Paris, rue Claude Bernard, où il habitait, il pensait toujours au menhir de Carnac. Il disait, je voudrais comprendre la langue préhistorique. Sa poésie, elle est préhistorique un peu, c'est-à-dire qu'il prend les mots, il les ramasse à la main, à la pelle, il les met les uns à côté des autres et il bâtit un poème, quoi. Avec du silence au milieu, quoi. Du silence, justement, vous racontez cette anecdote d'une longue méditation avec lui. Il vous demande de regarder une feuille la feuille d'une plante verte. Tant de vie dans si peu de terre. Oui. J'avais 33 ans, là, je me souviens. Oui, c'est immense, quoi. C'est immense. Et moi, j'allais le voir à chaque fois que j'allais à Paris. On s'est vu pendant 25 ans, jusqu'à sa mort. J'ai dit un poème à son enterrement, d'ailleurs. Enfin, à sa crémation. Et il avait connu Éluard, c'est son meilleur ami. Et ils se ressemblent pas du tout, hein. Pas du tout. L'un est plutôt aérien et l'autre était plutôt... Enfin, quoique la poésie d'Eugène, en vieillissant, est montée vers le ciel, mais j'étais à l'école, quoi, buissonnière. Mais lui, il me demandait aussi, et toi, ça va, tes poèmes Il était attentif. Très. Première phrase qu'il m'a demandé, en 75, t'as la sécu? Alors, je lui ai dit, il avait dit de moi, d'ailleurs, dans une revue qui s'appelait Bretagne, Yvon est un poète, mais il est trop bavard. Ses poèmes sont trop longs, quoi. C'était pas faux, d'ailleurs. Mais bon, j'avais 22 ans, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire, quoi. Et moi, je lui avais dit, tes poèmes sont trop courts. Et c'est Jean Malrieux qui m'avait fait comprendre la puissance de cette brièveté. On effleure des noms, mais c'est tellement agréable de vous suivre. On est en Bretagne, on y reste encore un petit peu. On l'a nommé tout à l'heure. C'est lui qui m'avait mis en relation avec vous il y a quelques années. Yvon Lemaine, on parle de Michel Lebris. Michel, oui. Grand écrivain. Oui. Reconnu par l'Académie française, c'est une grande œuvre romanesque. Oui. Le fondateur du Festival des Étonnants Voyageurs est quelqu'un qui vous a aussi aidé. Vous parliez de chance, belle rencontre. Oui, mais c'est merveilleux. Dans les années 70, ça a été la rencontre avec mes amis chanteurs de la coopérative Névénoé. Dans les années 90, ça a été... Les années 80-90, c'était un peu fragile. 90, c'est la création d'Étonnants Voyageurs et je suis dès le premier festival, comme invité. Comme invité. Et vous y êtes toujours, chaque année. Et mais après, moi, parce que Michel parlait sans arrêt du poème du monde, j'ai dit, oui, mais la poésie, t'as qu'à te débrouiller. Il m'a donné la possibilité de créer un lieu de poésie en 97. Donc, ça va être les 30 ans l'année prochaine. Et Michel, on s'est connus en 75 aussi. Michel, alors lui, 68 arts. Oui, absolument. Avec Jean-Pierre Le Dantec, qui était... Trotskiste. Non, pas non. Oh là là, non. Non, alors on efface. Non, c'est pas grave. Non, maoïste. Ouais. Maoïste, voilà. Maoïste, parce que les groupuscules ont le don de ne pas s'aimer entre eux. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Non, ça n'a aucune importance. Mais il n'était pas, en fait, il était plutôt comme moi, il était plus poétique que politique. Oui, bien sûr. Alors la politique m'intéresse, moi, parce que c'est l'affaire de la cité, quoi. Hein. Je veux dire, on peut pas être indifférent à ce qui se passe, c'est pas possible. Je lis le journal tous les jours, et je ne peux pas, malheureusement, couper. Je ne peux pas. Bon. Mais heureusement
qu'il y a le poème, quoi. Et Michel, il écrivait pas de poème au sens strict, mais son œuvre était poétique. Hein. Et donc, on s'est rencontrés en 75, grâce à Jean-Pierre Lelantec, d'ailleurs. Et après, on s'est jamais quitté, quoi, jusqu'à sa mort. Hein. Je suis heureux de lui rendre hommage au micro, Michel. Il vous avait dit un jour, tu gagneras 1 million par mois. Oui, enfin 1 million ancien. Hein, je sais pas combien ça représente maintenant. Non, il m'avait dit, on était dans un restaurant chinois, c'était en 85, et c'était le creux du creux du creux, et il m'a dit, un jour, tu gagneras le SMIC, quoi, en gros, hein, c'est à peu près ça. J'ai dit, t'es fou, tu te moques de moi? Si, je suis sûr. Et c'était une phrase qui m'a, Michel était pragmatique en même temps, parce qu'il était chef d'entreprise, hein, Saint-Malo, il a fait HEC, Michel. J'ai dit, si Michel pense qu'un jour... Il a fait HEC pour faire plaisir à ses parents, hein, c'est lui. À sa maman, oui, à sa maman, hein, puisque... il a utilisé jamais, d'ailleurs, sauf pour créer Saint-Malo, parce qu'il faut être, c'est un visionnaire. Pour moi, c'est un génie, hein, Michel, de ce point de vue-là. Mais il faut aussi voir les rapports économiques, les rapports de force, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, tu te fous de moi? Il me dit, non, je suis sûr. Et c'est arrivé quand 3-4 ans plus tard, quand même. Vous avez avec lui publié les fragments du Royaume, des entretiens avec Michel Lebris. C'est quoi le Royaume? J'aime bien ce mot-là. Quand le prêtre a dit à mon ami Jean-Claude, mon ami d'enfance, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne savait quasiment plus lire, disons, vous allez rentrer dans le Royaume. Je me suis dit, oui, lui aussi, pourquoi pas, quoi. Hein. C'est-à-dire, le royaume, c'est pas un État, hein, c'est pas un gouvernement, c'est pas Louis XIV. Le royaume, il était une fois. C'est la transcendance, quoi. Le royaume des cieux? Oui, d'une certaine manière. Sur la terre. Le royaume des cieux. Bon, je sais pas, j'ai pas d'espion de l'autre côté. J'ai des discussions incessantes avec mes morts, mais pour l'instant, ils sont pas revenus à la maison me dire « Si, t'inquiète pas, c'est sûr ». Mais il y a le ciel est sur la terre, parfois. Donc, il n'y a pas de raison que la terre ne soit pas parfois sur le ciel ou dans le ciel. Et donc, le royaume, c'est la dignité, c'est le tout. Et donc, Michel a appelé, effectivement, il a pas fragment du royaume. C'est lui qui a trouvé le titre. Hein, mais il croyait pas trop à la transcendance. Si, quand même. Mais quand il dit nous sommes. On n'a jamais. Mais il a passé sa vie à étudier les mystiques. J'en discutais avec lui. Hein, parce que, comment dirais-je, il croyait profondément. Quand il dit nous sommes plus grands que nous, il croyait à la. Alors la transcendance. Mais c'était pas la dimension spirituelle, la dimension divine, et notamment chrétienne. Alors vous l'avez beaucoup mieux connu que moi. On n'a jamais discuté strictement autour de ça, hein, mais moi-même, je ne saurais pas quoi dire non plus, si je suis chrétien ou pas. J'aime beaucoup le Christ, j'aime beaucoup l'évangile d'Emmaüs, énormément. Bon, mais à la limite, je dirais que c'est même pas à moi de le dire, mais il avait en lui la notion d'éternité. Qui passait par ce qu'il appelle le poème du monde, quoi, hein, et donc la transcendance. Nous sommes plus grands que nous. Ça, c'est évident. Il aurait jamais fait ce qu'il a fait. Enfin, c'est incroyable. L'histoire d'étonnants voyageurs. C'était un romantique aussi, Michel. Ah il a été même un spécialiste du romantisme allemand, qui est le vrai romantisme, à part si on exclut Nerval, hein, qui est presque allemand, quoi, d'une certaine manière. Il a écrit des livres sur tous ces grands-là. Son grand livre, Le journal du romantisme, chez Skira, qui est un chef-d'œuvre, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut lire de lui si on veut découvrir? Il faut lire, pour moi, Le journal du romantisme, par exemple. Alors, on le retrouve plus, mais on le trouve en réédité chez Flammarion sous le nom Le défi romantique, par exemple. Si on s'intéresse à Stevenson, c'est le spécialiste mondial de Stevenson. Et autrement, il y a donc ces deux grands romans, La beauté du monde et Kong. C'est 1000 pages. Hein. Donc, il faut s'installer pour un mois, quoi, au moins. Et autrement, il y a des petits livres, que lui appelle des petits livres, que moi j'appelle des livres, qui s'appellent Un hiver en Bretagne, L'homme aux semelles de vent, et puis où l'introduction, c'est il raconte son enfance, et c'est prodigieux, c'est bouleversant. Il est né en 1944. Et puis, le dernier qu'il a publié,
Pour l'amour des livres. C'est le dernier qu'il a écrit. C'est pas le dernier. Il avait commencé un autre livre, mais qu'il n'a pas pu finir. Mais le dernier publié, c'est Pour l'amour des livres. Et c'est bouleversant, bouleversant, bouleversant. Une de vos toutes dernières parutions, Yvan Lemaine, c'est La Seconde du Parfum. Ce sont des conversations, notamment avec des poètes. Oui. Et il y a une conversation magnifique. C'est au début du livre, d'ailleurs, avec Christian Bobin, que vous avez évidemment bien connu. Christian Bobin qui... C'est assez drôle, le début de l'entretien entre vous, parce qu'il essaye de déchiffrer votre nom de famille, Lemaine. Il dit, mais en fait, tu es entre la pierre et l'agneau. Oui. L'agneau, c'est avec deux N, je crois. Lemaine avec deux N. Ça me plaît. Ça me plaît. Oui, j'ai remarqué ça. C'est la douceur de la laine. Et la pierre, quand même, il faut bien se défendre. Voilà. Puis ça dure. J'ai plein de cailloux ici qui ont des visages que je ramène, que je trouve depuis 50 ans sur les rivages. Et donc ça me plaît que ce soit entre les deux. Ça, c'est lui qui a trouvé cette... L'entretien entre vous est très savoureux. À un moment, il s'amuse qu'une fois une journaliste vous ait posé la question « Quel est votre pays ?» Et de votre réponse « Entre l'éclaircie et la mort ». Oui. C'est ça votre pays? Oui, on pourrait dire ça. Oui. La mort, malheureusement, bon, elle a débuté tôt, quoi. Et puis elle a toujours été... j'ai connu de femmes qui sont décédées à 30, 39 ans. J'ai même mon ami qui vient de mourir, Philippe, etc. Donc, mes maîtres... oui, à chaque fois que je l'oublie, elle vient frapper. C'est ainsi. Bon. Mais aussi avec son contraire, quoi. C'est-à-dire, dans le fond, dans le livre que j'ai fait sur mon ami, je parle de la vie. Quand je parle de Jean est mort, mais je parle de ce qui est... Jean est vivant, puisque j'en parle. Guiguic est vivant, Xavier est vivant, mon père est vivant. Il est mort pourtant il y a très très longtemps, il y a 60 ans. Christian Bobin aussi. Christian est mort il y a 2 ans et demi. Oui, assez rapidement, en fait. Oui, donc il y a beaucoup de morts, mais... Peut-être d'ailleurs que une partie de mon travail, c'est aussi de faire que... de ne pas oublier, de transporter jusqu'à ma propre mort tous ces morts, quoi, qui continuent à me parler. J'ai un dialogue permanent avec eux. Permanent. Quand j'étais petit, le curé nous lisait Les légendes de la mort de Le Braz, que je considère comme un chef-d'œuvre. Donc il y a avant, pendant, après. Avant la mort, les signes, les intersignes, la mort, et puis après, les petits signes de l'au-delà, quoi. Moi, j'ai dit dans un poème que j'ai écrit pour une jeune fille qui est morte à 19 ans, dans la baie de Morlaix, un livre qui s'appelle L'échappée blanche, qui a été traduit dans plusieurs langues, que j'ai dit à Sarajevo, en 2000. Il a été traduit là-bas et je l'ai dit accompagné de Titi Robin. Et il y a un homme qui est venu m'embrasser, c'était le général serbe qui défendait l'armée bosniaque. Et qui m'a dit, c'est un immense, un grand homme, mais il m'a dit, quand il y a 100 000 morts, on oublie que 100 000 morts, c'est 100 000 fois un mort. Donc moi je m'arrête, je parle d'une jeune fille qui est morte, voilà. Et donc je dis dans le poème, à la lisière tu viendras parmi les bêtes sauvages qui portent l'aube dans leurs yeux. C'est-à-dire, si je la laisse, si je ne veux pas la revoir, elle est là. Si je veux la revoir, elle n'est pas là. Là, je vais faire tourner les tables, je ne crois pas à ça. Si je la laisse tranquille, elle est là. On n'est plus dans le même temps, il n'y a plus de coïncidence. Je l'aurai plus jamais dans mes bras. Ça, c'est vrai. Mais à part ça, si je la laisse tranquille, donc, elle est là. Si je la laisse tranquille. Ouais. Si je ne veux pas la faire revenir, quoi. Si je la laisse aller vers où elle doit aller. C'est ce qu'elle attend, c'est que vous la laissez tranquille pour que ce soit elle qui vienne vers vous? Non, pour qu'elle soit là, plutôt, comme un présent perpétuel, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, que moi-même je sois parti. Alors, parce que quand on dit, soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien, mais imaginez le rien. Un jour, je me suis amusé un matin en me disant, qu'est-ce que c'est que rien? J'ai fini par Pierre Dac, quoi. Sinon, je vois pas. Ou Raymond DeVos, qui dit 3 fois rien, c'est déjà mieux que rien. Voilà, mais c'est ça. Voilà, on finit un petit commerçant qui essaie, voilà, de mettre du rien de côté, quoi. Je vois pas. Donc, c'est tout, c'est pareil.
Dans cet entretien avec Christian Bobin, qui est vraiment très savoureux, il vous dit « Mes questions ne sont pas vraiment des questions », ça, je trouve ça idéal. Et toi, tu chantes au lieu de répondre. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un livre qui est très, très heureux, hein, ce dialogue entre nous. Il y a une sorte de musique. La seconde du parfum. Oui, c'est très, très... On a écrit ça en 94. Et oui, je réponds. Moi, je réponds toujours, d'ailleurs, parce que quand il y a des débats sur la poésie, moi, je réponds souvent par des poèmes. Pas par mon point de vue sur la poésie, mais par des poèmes. J'en connais beaucoup de tous les temps, de tous les pays et de mes voisins, donc j'ai de quoi répondre par des poèmes, quoi. Donc, comme il dit, en chantant. Il vous pose à un moment quand même une vraie question, qui est peut-être pas facile, ou peut-être facile pour vous. Parle-moi de l'élan du poème. Ben, l'élan du poème, je dirais que c'est sa raison, c'est-à-dire un poème en fait commence bien avant qu'il soit écrit. Il est là, il tourne autour de nous, il nous réveille, et puis un jour, un matin, il est prêt. On est prêt plutôt, lui et moi. Et on écrit. Et on a la première phrase. Par exemple, aujourd'hui, Philippe est ouvert, mon ami. Là, vous avez ouvert au hasard. Hein. Oui, complètement. Mais il n'y a peut-être pas de hasard. Ah. Et ça, c'est étonnant, quoi. Une fois, il y avait j'ai un rouge-gorge qui vient toujours derrière la baie vitrée. Mais c'est toujours lui qui m'appelle. Quand je me regarde, quand je me retourne, c'est comme s'il me disait, viens, je suis là, je suis là. Ben, c'est un peu le poème, ça. Mais j'ai un merle qui vient souvent me voir chez moi. Oui, donc c'est lui qui est là. Hein, c'est pas. Et je crois que le poème, il est à côté. Puis des fois il dort. Des fois il dit je suis prêt. Alors après, c'est à nous de travailler, hein, bien sûr, mais c'est à nous de le composer. Mais voilà. Christian Bobin, il parle des 12 ans de votre cœur, et vous lui dites, je crois que vous lui répondez, d'une certaine façon, j'aurai toujours 12 ans. Oui. Ces 12 ans, c'est l'âge de la mort de mon père, mais c'est l'âge de la première communion aussi, c'est l'âge où on peut être presque adulte dans certaines civilisations. Mais c'est l'âge où on est aussi un enfant. Et en fait, ce qui me semble très important par rapport à nos vies, c'est de jamais tuer l'enfant pour que l'adulte s'en sorte, quoi. Alors, il y a les adultes ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je suis entouré d'enfants, heureusement. C'est vital. Mais si on tue l'enfant qu'on est pour pas souffrir, parce que l'enfance souffre, hein, vraiment, un enfant, c'est un innocent. Et les enfants peuvent être méchants et tout ce qu'on veut, on le sait dans les cours de récré, tout ça. Mais bon, il y a peut-être des raisons. Mais un enfant, il est démuni, quoi. Hein, c'est pour ça que les enfants soldats, c'est un crime absolu, quoi. Et il faut quoi? Il faut que l'enfant cohabite avec l'adulte, parce que l'enfant, il sait, comme s'il était sur notre épaule, pour nous dire non, toi, fais attention si tu vas là, etc. Il sait. Il faut pas le tuer, quoi. C'est difficile, hein, parce que on peut se blinder, quoi. Ou alors relayer sa propre enfance par ses enfants, quoi. Alors on est responsable, donc voilà, nous, on est sérieux, etc. Mais il faut jamais quitter l'enfance, non. Savoir parce que c'est le début. C'est le début, c'est l'origine de tout, quoi. Avant la mémoire, il y a tout, quoi. Et puis peut-être écrire, c'est aller du pays d'avant la mémoire, quoi. C'est là qu'on a la sensation. Le pays d'avant la mémoire. Oui, oui. Mais peut-être que quand on écrit, on envoie des petites fusées de ce côté-là. C'est quel pays avant la mémoire? Ben c'est l'enfance, quoi. L'enfance vraiment profonde. Celle qui regarde, celle qui sent, celle qui naît en même temps que poussent les pissenlits, quoi. C'est l'avant-goût du paradis? Alors, le paradis, bon, c'est une c'est une question, parce que dès qu'on est, on est mis à mort, hein. Bon, nous faire naître, c'est nous mettre à mort. Dès le premier jour. C'est quand même étonnant, hein, mais c'est ainsi. Alors, le paradis, c'était avant quoi, alors, hein,
Mais en même temps, si on pratique pas la vie en vivant, comment on saurait tout ça, quoi. Donc c'est très étrange, hein, c'est très. Et donc la poésie, c'est la cohabitation des deux, je pense. Alors il y a des poètes qui ont du mal, qui ont des grands poètes, par exemple, comme Hölderlin, qui est devenu fou, à 30 ans. Il a vécu jusqu'à 60 ans, protégé par un menuisier qui s'est occupé de lui, mais il était avec les dieux, quoi. Alors j'ai pas envie de ça, hein, parce que c'est des vies trop douloureuses, quoi. Là, c'est très loin, quoi. Il est allé très très loin. Mais on peut tenter de cohabiter entre les deux, quoi. Ça me paraît. Vous réussissez ? Ça, vous y réussissez ? Je crois, oui, je crois. Et puis toutes ces rencontres dans votre vie, vous parliez de l'enfance tout à l'heure, ça m'a fait penser à un enfant que vous citez dans La Seconde du Parfum, je l'appelle enfant, François Cheng. Oui, François, oui. Parce que vous dites, même c'est lui a appris la puissance de la fragilité. Oui. J'ai lu son dernier livre, là, Une nuit au Cap de la Chèvre. Déjà partir comme il a fait en 2 chevaux avec une femme qui ne connaissait pas beaucoup, il faut le faire. Rester une nuit tout seul dans cette tempête. Et François, il est venu ici. Il m'a offert une calligraphie d'un de mes poèmes. Il m'a écrit. C'est un homme très fragile, hein, qui a quand même 96 ans. Il est né en 29. Il a survécu au massacre des Chinois par les Japonais. Enfin, c'est invraisemblable, quoi. Et il a mélangé les deux mondes, en plus, l'Occident et l'Orient, quoi. C'est un homme avec 2 petites ailes, quoi. Hein. Oui, il y a des gens comme ça. Guilluy qui était comme ça aussi, hein, plus pierreux, disons, hein, mais Jean était comme ça aussi. Xavier aussi était comme ça, mais il est mort qu'à 51 ans, c'est-à-dire jeune. Vous parlez d'eux en donnant leur prénom, c'est vraiment des proches. Ah oui, c'est ma famille. On n'a pas le temps, malheureusement, on a encore quelques sujets. Si les auditeurs nous accompagnent, et j'en suis certain, j'aurais aimé qu'on parle de Jean Lavoué. Alors Jean, il est dans un de mes livres. Je crois que c'est dans la baie vitrée, parce qu'il m'avait offert un livre de lui, et je lisais en même temps comme un grand poète du XIIe siècle, comment il s'appelle, qui a écrit le Cantique des oiseaux. J'ai oublié son nom là. Et j'ai fait croiser les deux. Et j'étais dans ma boîte aux lettres, les 2 livres en même temps, et qui m'ont donné à écrire un 3e poème, le mien. Voilà. Je l'ai pas connu beaucoup, hein. Je l'ai connu il y a très longtemps, et c'était un homme il a créé l'enfance des arbres, hein. L'enfance des arbres, voilà. Et il avait une présence, voilà, une présence. Je confirme, j'ai eu la joie de le rencontrer. Il avait une présence. Une autre personne que j'ai eu la joie d'inviter il y a très peu de mois, c'est Stéphane Bataillon, jeune poète, talentueux. Je le connais bien, alors Stéphane, je sais. Très très bien. Il est dans mon livre. Il est dans La Seconde du Parfum. C'est lui qui fait le dernier interview. J'ai dormi chez lui quand j'étais au marché de la poésie. Et je suis en train de lire son livre, là. Ah oui, complètement. Puis il est poète, il est aussi journaliste. Dans le bon sens. Il a fait connaître beaucoup de poètes, dans sa chronique dans la Croix. Et je crois qu'il en est à 300, à peu près. Alors, quand on a à mon âge, moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, des gens plus âgés. Maintenant, malheureusement, je suis assez âgé pour que des jeunes viennent. Vous êtes jeune? Enfin, quand même. Et quand même, c'est des années que j'ai. Donc, et quand je vois Stéphane, qui a quel âge, 20 ans, 22 ans de moins que moi, je suis très heureux, quoi. On salue Stéphane. Vous avez fait référence souvent, Yvan Lemaine, à un autre livre que vous venez de publier, Un soir d'avoir été. C'est un hommage à cet ami, Philippe? Oui. Qui est parti? Qui est mort, oui. Alors Philippe, il s'appelle Philippe Baye. C'était un ami d'enfance, c'était mon médecin généraliste. Vraiment généraliste. Quand il venait chez des gens, et il posait je dis ça dans un poème, sa sacoche sur la table, on était déjà à moitié guéris. Il savait s'il faisait froid ou chaud dans la maison, si la grippe avait des raisons d'être, par exemple. Hein. Bon. Il a été prof de médecine générale à la faculté de Brest, et j'ai travaillé avec lui
autour du palliatif, sur le deuil en poésie. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le deuil. Et donc, je donnais ces textes au personnel soignant, et même aux femmes de ménage qui s'occupaient des chambres où étaient les gens. Et puis, il était assez costaud, il faisait du bateau, enfin bref. Puis un jour, paf, c'était en juillet 2019, il apprend qu'il a la maladie de Charcot. C'est une maladie terrible, qui n'a pas de... Pas de traitement pour le moment. Rien. Alors, il disait, d'ailleurs, par rapport au cancer, ce qui change, c'est que quand on a un cancer... Alors, le pancréas, ma mère est morte du pancréas, bon, c'est assez rapide, mais quand on a certains cancers, on espère guérir, évidemment. Et donc, on retourne à l'hôpital. Quand on a Charcot, on ne guérit pas. De toute façon, il dit, j'ai pas ça à faire. Il m'a dit ça un jour. J'ai pas besoin, donc c'est réglé. C'est comme un problème en moins, d'une certaine manière, quoi. Bon. Sauf que donc la maladie, il y a une dégénérescence, quoi. Jusqu'à les 2 dernières années, il était paralysé. La frontière, c'était le cou. Et il regardait le plafond. Et là, je lui ai dit... donc, il avait d'abord... il y a eu 3 étapes. Quand il a appris la maladie, il était en train d'écrire... il voulait transmettre son métier par un roman écrit par une amie qui s'appelle Thérèse Barden, qui est poète, que j'admire beaucoup, qui, sur scène, elle est faite pour ça. Quand elle dit des poèmes, c'est aussi simple que ça. Et il y a un autre aspect dans son travail, c'est qu'elle écrit la vie des gens. Et je l'avais embauchée pour ma mère. Et j'ai écrit un livre sur ma mère, là, qui sortira un jour, où je dialogue avec son propre livre, que Thérèse a écouté. Et le dernier livre qu'elle a fait, c'est ma tante, qui a 99 ans, aujourd'hui, qui va rentrer dans sa 100e année. Et vendredi, on va lui donner le livre, on va sur la tombe de sa mère, donc de ma grand-mère, et de mon arrière-grand-mère. Et entre-temps, elle a fait 30 livres, dont le roman, parce que Philippe voulait passer par un roman pour écrire son métier, donc avec Thérèse, qui s'appelle Le docteur est malade. Et au milieu de ce travail, il apprend qu'il a Charcot. Donc évidemment, voilà. Ils ont fini le travail. Et il dit d'ailleurs dans son livre, à son propre livre, que ce travail avec Thérèse lui a permis d'encaisser la nouvelle. Il a décidé d'écrire le journal d'un médecin malade, après, fidèle comme une ombre. Il m'a demandé une préface, qui est publiée chez l'Harmattan. Il m'a demandé une préface. Alors je lui ai dit non, je ne vais pas faire de préface, parce que c'est toi qui es en avance sur moi. Toi, tu es en face de quelque chose qui m'arrivera un jour. Je ne parle pas de la maladie, je parle de la mère de la maladie. Et j'ai dit, je veux bien écrire un poème d'accompagnement qui s'appelle « Quand ?» Parce qu'il savait où il allait mourir, chez lui, comment. Une sédation. Et la question terrible, c'est quand. Quand on décide. Il n'a pas eu à décider. Et donc, j'ai écrit et je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je vais venir te voir toutes les semaines et j'écrirai. On va parler tous les deux et puis chaque semaine, il y aura un poème que je te ramènerai. Avec sa femme, son épouse, qui était là. On était 3. Elle d'un côté, moi de l'autre, Philippe au milieu. Et je lisais le poème. Et après, Chantal profitait pour aller faire des courses, puisque moi je restais. Et on parlait. Et il pouvait à peine tourner le cou. Donc... Il regardait le plafond, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et vous avez, dans Un soir d'avoir été, ce sont des poèmes que vous avez écrits en sa compagnie. Oui. Et c'est magnifique quand vous parlez du ciel qui a besoin du vent, quand vous vous plaignez qu'il y ait tant de consonnes, si peu de voyelles. Je trouve ça amusant, mais les auditeurs le liront. Et quand il regardait le plafond, il y a ce vers absolument magnifique, comme des îles s'échappent de la mer par le ciel. Oui. C'était lui parce qu'il était marin aussi. Il avait un bateau qui s'appelait... J'ai écrit un poème dessus, j'ai oublié le nom, là, mais enfin, peu importe. Et il y avait aussi sur le plafond ses enfants et sa femme. Et donc, le poème que j'ai écrit, quand j'ai vu le plafond, j'ai appelé Le dormeur du bal. Parce qu'il y avait une photo où il dansait avec sa femme. C'est pas le dormeur du Val. Le dormeur du bal, oui. Voilà. Et donc, en fait, quand j'allais le voir, il y a que 3 ou 4 poèmes qui sont assez durs, où il dit « Je veux partir, je veux mourir, j'en peux plus ». Et puis le ciel est bleu à nouveau et ainsi de suite, quoi. Mais il y a quand même, je pouvais pas ne pas les mettre, ces moments de désespoir absolu. Et un jour, par exemple, il me dit oui, je pèse comme une tonne sur mes proches, sur ma femme, mes enfants, mes amis. Je suis un poids mort, quoi. Voilà.
Et je rentre ici, je suis là, et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur ça? Et j'ai pensé aux gens qui, eux, agissaient, et ceux qui agissaient mal. Ben, si plein de gens en ce monde ne faisaient rien, le monde irait beaucoup mieux, quoi. Je pense au premier ministre israélien, je pense à Trump, je pense aux Russes, qui font beaucoup de mal, beaucoup de mal, qui tuent des vies, qui tuent des espérances de vie, qui tuent des projets de vie, qui tuent même des bébés qui ont un jour, qui tuent une économie, c'est-à-dire qui créent du chômage, qui créent du malheur pour tout le monde, enfin, etc., qui font peur à tout le monde, hein, qui tiennent le monde dans leur propre, comme les enfants méchants dans les cours de récréation, hein, c'est âge mental 5 ans, c'est tout pour moi, quoi, hein, les autres n'existent pas. Donc lui, pendant qu'il ne fait rien, il n'offense pas. Il est inoffensif, mais il n'offense pas. Donc il fait beaucoup. Alors je lui dis ça, il me dit, oh là là, t'es malin, qui me dit. Je dis non, j'ai simplement suivi ce que tu m'as dit. Je ne fais rien. Et chaque semaine, je cherchais quelque... Alors il y a des poèmes autour du regret. Alors il me dit, tu me lâches pas? Je lui dis non, je te lâche pas, non. Et le remords, il en parle aussi. Parce que le remords, c'est pas pareil que le regret. Il dit, j'ai pas de regret. Il y a un petit remords, le remords mort, quoi. Donc il faut nettoyer la plaie. Et puis la joie. Il a eu un petit enfant pendant sa maladie. Et alors j'avais un autre problème, c'était quand est-ce que je finis le livre? Est-ce que je le finis quand il meurt? Je trouvais ça horrible. J'ai déjà écrit après la mort, je voulais pas. Je voulais vraiment pas. C'était pas mon travail. Mon travail, c'est la vie, là, pour le coup. Et donc, j'ai trouvé la solution. J'ai écrit le dernier poème avant les autres, quoi. Qui s'appelle De l'autre côté. Avant les autres. Et je lui dis, tu es d'accord? Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, je lui dis, tu meurs où tu veux, mais pas dans mon livre. Et il se trouve que quand même, un jour, il est allé se reposer dans un lieu spécial pour décompresser un peu, pour que sa femme se repose aussi. Il est resté 7 jours, c'est drôle, 7 jours, le temps de refaire le monde. Et il y avait la mer, il disait, elle était rouge comme dans la Bible, une phrase comme ça, voilà. Et j'ai écrit un poème. Et il y a eu un problème avec sa machine, parce qu'il était toujours sous respirateur, hein. Sans ça, il mourait étouffé, quoi. La machine a eu un problème, il a eu peur de mourir. Alors qu'en même temps, il était question de ça sans arrêt, quoi, hein. Quand est-ce que je m'en vais? Et il n'avait pas envie. Et ça, tout s'est arrangé. Et il est mort 3 semaines après. Et là, j'ai écrit, alors c'était un mardi, je lui dis, Philippe, j'ai fini, là, j'arrête, je suis fatigué. Il me dit, tu as raison, il faut te protéger aussi. Le dernier poème s'appelle, qui est l'avant-dernier dans le livre, Au pied de la beauté. Et il est mort le samedi. Donc, la vie elle-même a réglé le problème. En fait, il n'est pas mort réellement dans mon livre, puisque je l'avais fini avant. Est-ce qu'il a changé quelque chose sur votre regard sur la mort? Non, pas sur la mort, non. Sur la vie plutôt, encore une fois, parce que il avait entre lui, sa femme, ses enfants. C'est son fils qui a refait ma cuisine ici. Donc, c'est dire les liens qu'on a. Il l'a bien refaite. Hein. Très bien. Très, très bien. Quelque chose va durer, là. Il m'a appris, enfin, alors, honnêtement, après, je sais pas comment moi je réagirais, hein. J'ai aucune idée, franchement, là, je sais pas. Pas parce que j'ai vu des gens mourir que je sais comment il faut faire. Non, il m'a appris, il m'a dit que la vie avait des ressources invraisemblables, quoi. Alors, je lui ai dit, mais quand est-ce que tu décideras de partir? Quelle est pour toi ta limite? Si je ne peux plus parler. Parce que parler, c'est aller au passé, au futur, chez le voisin, dans un autre pays, et à l'intérieur et à l'extérieur, quoi. C'est intéressant, je trouve, hein. Et au commencement était le verbe, quoi. Voilà. Et alors, il y a des gens qui ont été plus loin, hein. Il y a des gens qu'on a Marie Cerco qui communiquent par l'intelligence artificielle. Et celui qui a été le plus loin du plus loin, c'est Stephen Hawking, hein, jusqu'à pendant 27 ans. Donc, Philippe avait dit ça. Et il n'y a pas eu besoin. Est-ce que vous acceptez, Yvan Lemaine, qu'on se quitte, parce que malheureusement le temps compte, mais qu'on se quitte sur un poème, est-ce que vous accepteriez de lire un poème et choisissez celui que... Je sais lequel je vais dire. Voilà. Et puis, juste avant que vous commenciez, moi, je tiens à vous remercier pour cet entretien.
cette visite. Il y a eu plein de questions que j'ai pas eu le temps de poser, mais tant mieux. Mais c'est parce que je parle longuement et lentement. Non, pas du tout. C'est une magnifique traversée. Je recommande donc aux auditeurs ces 2 livres, La Seconde du Parfum aux éditions La Rumeur Libre et Un Soir d'avoir été aux éditions Bruno Doucet. Voilà, oui. Et puis pour ceux qui, Yvan Lemaine, qui veulent découvrir votre œuvre, faut commencer par quoi? Alors j'ai fait un CD. Ah ben je peux vous en donner un comme ça, vous Volontiers. pourrez éventuellement, qui s'appelle Lampe Tempête. Il y a des extraits de l'Abbé Vitré et d'un livre que j'ai écrit sur le Mont Saint-Michel qui s'appelle La Perte de ciel. Dont vous parlez avec Stéphane Bataillon d'ailleurs. Voilà, et donc avec une musique de Nicolas Repac qui travaille avec Arthur H. Mhm. C'est magnifique ce qu'il a fait, magnifique. Ça c'est intéressant pour écouter D'accord. parce que l'oreille c'est voilà. Et sinon, le livre. En gros, c'est les 2 dont on vient de parler, parce que La Seconde du Parfum, c'est des interviews qui démarrent, j'ai 22 ans, donc pour voir tout un chemin. Hein, moi, je trouve que c'est bien. Et ce dernier livre, parce que dans le fond, mon premier livre s'appelait Vie, et là, effectivement, c'est de ça dont je parle, alors que j'affronte la plus grande catastrophe qui puisse arriver à quelqu'un. Quoi. Très bien, donc on va mettre les liens dans le descriptif de cet épisode. Moi, je vous remercie, Yvan Lemaine, de tout cœur pour cet entretien. On l'a eu. On aurait dû l'avoir il y a quelques années, on l'avait pas eu. Mais ça devait pas être le moment. Donc, je remercie les auditeurs pour leur écoute. Je leur dis à bientôt pour un prochain épisode et je vous confie le micro pour se quitter. En commençant par le nom peut-être du poème que vous avez choisi. Oui, ça s'appelle « Quelle part de tous sommes-nous » ouais. Pourquoi l'un de nous deux, en moi, reste dans leur maison quand je les quitte, où Chantal reste près de lui jusqu'au bout de la main, quand ensemble ils rêvent de marcher même sur les eaux, jusqu'à la fin qui n'aura pas de fin, pas même à la fin de Chantal. 1 + 1 font 3. Philippe, Chantal, et l'entre-deux qui les réunit, le vide qui les remplit. D'un murmure, d'une fumée en hiver, ils annoncent quelque chose, quelqu'un, quelque part, où il fait bon et doux. Seul, j'écris ce poème, mais avec la part de moi restée là-bas, seul, mais avec eux. Et par eux, vers l'autre, les autres qui pensent à eux. Sommes-nous vraiment seuls ? Comme le corbeau mort et noir répandu sur le verre du jardin depuis ce matin et jusqu'à mon poème. Ses ailes ne bougent pas même d'une plume, pas même par le vent qui l'entoure. Quand Philippe tremble par les âmes qui l'entourent d'une question, une seule question, quelle part de tous sommes-nous, l'un pour l'autre, pour que l'un et l'autre ne meurent jamais.